En France, de plus en plus d'enfants voulant changer d'identité, de sexe sont médiatisés pour habituer la population à ce genre de dérive. Heureusement, une partie du peuple ne veut pas accepter ces changements. Quand nous étions enfants, nous voulions être un super-héros ou un personnage de dessin animé, etc. Fallait-il pour autant changer notre identité? Certes, là, on parle du ressenti, garçon ou fille, mais qui est venu perturber les racines de l'enfant, celles de ses valeurs, principes, etc. Les enfants sont utilisés pour politiser, faire accepter les pratiques de minorités qui veulent s'imposer. D'ailleurs, lorsque nous sommes enfants, nous passons par des tas de projets, des tas d'identités qui viennent à changer. Pour les garçons, les identités comme le cow-boy, l'indien, guerrier, super-héros, policier, méchant, etc. Pour les filles, princesse, fée, Pocahontas, agent service, secret, super-héros, etc. Projet parental. Revenons sur la procréation. La notion de projet parental a vu le jour il y a quelques années. Cette notion est gravée dans le marbre de la loi dès 2004. À première vue, cette expression semble calquée sur d'autres expressions d'usage courant comme projet d'entreprise, projet d'habitation ou encore projet de vie. Le projet parental en réalité recouvre l'enfant lui-même. Combien en avoir? Quand l'avoir, puis le garder ou pas? Avec cette notion, on passe de la procréation naturelle qui requiert l'union charnelle d'un homme et d'une femme à celui d'un dispositif procréatique technicien hors sexe. On ne fait plus d'un enfant, on ne fait plus un enfant, on se fait faire un enfant au travers des diverses possibilités qu'offre l'AMP, passant par un centre opérationnel réunissant des matériaux, les gamètes, en mobilisant le savoir-faire des biologistes gynécologues, le tout combiné aboutit à l'objectif fixé, celui d'une grossesse finissant sur la naissance de l'enfant. Sur le thème du polyamour, de l'anglais polyamorie ou pluriamour, qui est une orientation et une éthique des relations amoureuses où les partenaires sont en relation amoureuse avec plus d'une personne, avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Certaines personnes sont prêtes à tout pour obtenir des enfants qui leur soient génétiquement reliés, ce qui aboutit à des situations invraisemblables. La possibilité de procréer à plusieurs devient imaginable. Le sociologue Michel Maffesoli explique que les avancées des technologies médicales ont donné une fonction de plus en plus importante à la parentalité génétique. La génétique constitue en une période de familles incertaines, décrit-il, le nouveau dogme fondateur de la parentalité. C'est pourquoi il devient indispensable de transmettre son patrimoine génétique comme une sorte d'empreinte à n'importe quel prix. Manipulation en éprouvette anti-érotique, croyance scientiste en la transmission de valeurs et de qualités par la génétique. Source: Michel Maffesoli, Henri Atlan, Pierre Lecause, Gérard Néran, 3 parents biologiques ou plus pour un même enfant. Ce que la science est en train de révolutionner dans les filiations contemporaines. Atlantico, 30 juin 2013. Une publication dans la revue Cell a fait titrer de nombreux articles dans la presse internationale sur le fait que les enfants génétiquement reliés à leurs 2 parents gays allaient bientôt voir le jour. Source: Naoko Iri and al. SOX17 is a critical specifier of human primordial germ cell fate. Cell, 15 janvier 2015. Cell.com. Autre source: Jean-Laurent Casselli. Des bébés pourraient être créés à partir de cellules de 2 adultes de même sexe d'ici 2 ans. Slate, 25 février 2015. Slate.fr. Bébés cellules, 2 adultes de même sexe. Les revendications de certains couples de même sexe d'avoir accès à des techniques d'assistance médicale à la procréation et de gestation pour autrui existent. Bientôt, avec les avancées dans les nouvelles biotechnologies, la revendication d'avoir un enfant génétiquement relié aux 2 parents homosexuels émergera. La technique de reprogrammation rend imaginable la fabrication in vitro d'un embryon humain avec des gamètes issus de 2 personnes de même sexe. Si les études n'en sont qu'au stade expérimental ou animal, le passage à l'espèce humaine n'est sans doute qu'une question de temps et de réglementation. Pour un couple d'hommes, un spermatozoïde de l'un pourrait féconder l'ovocyte artificiel fabriqué à partir de l'autre homme. L'embryon ainsi bricolé devant être implanté dans un utérus pour se développer, passant donc par la technique de gestation pour autrui, c'est-à-dire qu'une femme porterait l'embryon qui n'est pas le sien pour mettre au monde un enfant qui ne sera pas le sien. Nous analyserons un peu plus loin dans ce chapitre les dérives de la GPA. Pour un couple de femmes, l'ovocyte de l'un pourrait être fécondé par un spermatozoïde fabriqué à partir d'une cellule de peau de l'autre, l'embryon ainsi créé pouvant être implanté indifféremment dans l'une
dans l'une ou l'autre. Lors des débats sur le clonage dans le projet de loi bioéthique de 2004, l'article l'évoquant était rédigé comme suit. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant ou se développer un embryon humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme ou d'une femme. Après des débats contradictoires et sur demande de Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé, l'article finalement voté était devenu est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Source. Article 16-4 du Code civil et l'article L.2151-1 du Code de la santé publique. Ainsi, l'interdiction d'une intervention ayant pour but le développement d'un embryon humain a disparu, seul ayant pour but de faire naître un enfant. RST. Cette subtilité vise à distinguer le clonage dit reproductif qui aboutit à la naissance d'un enfant cloné, du clonage dit thérapeutique dont l'embryon cloné peut être fabriqué mais ne peut être implanté en vue d'une naissance. Un autre point important est que la notion suivante disparaît, qui ne serait pas directement issue des gamètes d'un homme et d'une femme. Donc ça ne met pas de limite pour la production d'embryons issus de deux hommes ou de deux femmes avec des gamètes artificielles. Aux États-Unis, le docteur Guy Ringler, médecin de la reproduction et gynécologue au sein du California Fertility Partners, accède aux revendications de couples gays qui souhaitent obtenir à tout prix un enfant possédant un lien génétique avec chacun d'eux. Par exemple, il leur propose d'utiliser le sperme d'un homme pour féconder l'ovocyte de la sœur de l'autre, si elle existe et qu'elle est d'accord pour fournir un de ses ovules, puis d'implanter l'embryon dans une mère porteuse pour ce couple d'hommes. L'un est père biologique de l'enfant et l'autre est son oncle, partageant avec lui un peu de patrimoine génétique familial. L'enfant résultant est vis-à-vis de sa mère biologique, à la fois son neveu ou sa nièce et son enfant biologique. Bref, rien ne va en fait. Concernant ces méthodes de gamètes artificielles et leur perspective d'aboutir à la fabrication d'enfants à partir de gamètes artificielles et leur perspective d'aboutir à la fabrication d'enfants à partir de cellules d'un couple d'un même sexe, ce médecin a déclaré au Time. Lorsque viendra le temps pour deux hommes ou deux femmes d'avoir ensemble un enfant biologique, nous devrons l'adopter comme un nouveau progrès vers un monde plus heureux où la vie sera plus épanouie. Source. Dr. Guy Ringler. Get ready for embryons for two men or two women. Or two women. Time, 18 mars 2015. Time.com. Same-sex couple, biological children. Autoprocréation. FIV, 3 parents et plus. Les gamètes artificielles pourraient permettre l'autoprocréation, c'est-à-dire la possibilité d'un individu produise une progéniture sans participation d'une autre personne. Pour cela, il suffirait d'une gamète artificielle dérivée de ses propres cellules, soit mise en présence de l'un de ses gamètes naturels. Une juriste évoque cette possibilité en ces termes. Ainsi, je pourrais accoucher de moi-même et je pourrais dire à cet enfant, je suis ton père, je suis ta mère, je suis toi, la trinité scientifique. Source. Reportage de Thierry Robert, Bébé sur mesure, Arte TV, octobre 2017, youtube.com. Les gamètes artificielles lancent un nouveau défi à la parentalité car ils pourraient permettre la contribution de plusieurs parents génétiques dans la conception d'un enfant. Certaines personnes vivent ensemble à plus de deux personnes, un phénomène qui se fait appeler polyamour. Certaines personnes sont prêtes à tout pour obtenir des enfants qui leur soient génétiquement reliés, ce qui aboutit à des situations invraisemblables. La possibilité de procréer à plusieurs devient imaginable, non seulement avec la FIV-3-parent, qui sera discutée plus loin dans ce livre, mais aussi par les techniques de gamètes artificielles. Des auteurs décrivent une perspective inquiétante. Supposons que deux personnes fournissent des gamètes à partir desquelles un embryon est créé. Des cellules sont prélevées sur cet embryon et sont ensuite différenciées en ovocytes. S'ils sont fécondés avec des spermatozoïdes dérivés de cellules souches obtenues à partir d'un autre embryon, la progéniture sera génétiquement apparentée aux 4 parents adultes et de toute évidence, en continuant ainsi, d'autres encore pourraient participer à ce bricolage. Source. Palacios González, C. Harris, J. Testa, G.
Multiplex Parenting, IVG and the Generation to Come, Journal of Medical Ethics 2014, point virgule 40.11, double point 752-758. Les assemblages procréatifs conduisent certains enfants à avoir jusqu'à 5 parents, le père biologique qui donne le spermatozoïde, la mère biologique qui donne l'ovocyte, la mère porteuse qui porte l'enfant, le père social, la mère sociale qui commande et élève l'enfant. Désormais, il faudra peut-être compter sur une nouvelle catégorie, une contributrice génétique, la donneuse de mitochondries. La fécondation in vitro à 3 parents, ou FIV 3-parents, est une technique qui consiste à créer in vitro un embryon humain à l'aide des gamètes de 3 personnes différentes, un homme et 2 femmes. Pour cela sont nécessaires, en plus d'un spermatozoïde, 2 ovocytes, celui de la femme qui commande cette FIV considérée comme la mère biologique de l'enfant, et l'ovocyte d'une autre femme, une donneuse. La première raison de la fabrication d'un bébé à 3 ADN est de vouloir faire naître un enfant exempt d'une maladie génétique qui se transmet de la mère à son enfant par l'intermédiaire d'organites présents dans l'ovocyte. Les mitochondries sont des petits corpuscules que l'on trouve dans presque toutes nos cellules dans des proportions variables. Les mitochondries sont des organites intracellulaires dont la fonction principale est de fournir aux cellules l'énergie dont elles ont besoin pour assurer leur survie et les fonctions qu'elles sont censées accomplir. Elles réalisent l'extraordinaire travail de création d'énergie grâce à un système élaboré appelé la chaîne de la respiratoire. Enfin, les mitochondries possèdent leur propre génome dit génome mitochondrial, ADN-MT, dont l'ADN présente de nombreuses génomes mitochondriales. Je suis fatigué, donc voilà, je vais relire. Dont l'ADN présente de nombreuses analogies avec le génome des bactéries. Source. G.E. Anderson, Olof Karlberg, Björn Kahnbach et Charles G. Kurland on the Origins of Mitochondria, a Genomics Perspective, Philosophical Transaction, B, volume 358, numéro 1429, 29 janvier 2003, page 165-177, PMID 1259 4925, PMCID 169 3097, DOI 10.1098/RSTB.2002.1193. Confiné à l'intérieur des mitochondries, ce génome est distinct de l'ADN contenu dans les mitochondries. Ce génome est distinct de l'ADN contenu dans les chromosomes et représente néanmoins 1% de l'ADN total d'une cellule. Chaque cellule d'un être humain contient donc 2 génomes, le génome nucléaire, chromosome contenu dans le noyau qui compte 22 000 gènes environ, et le petit génome mitochondrial, contenu dans la cellule mais hors du noyau, qui compte seulement 37 gènes. Les pièces qui constituent la chaîne respiratoire sont mises en place par une double commande venant à la fois de l'ADN-MT et de l'ADN nucléaire, 98%. Ainsi, la plupart des protéines sont nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie, produite dans le corps de la cellule sous commandement de l'ADN nucléaire. Les interactions entre les 2 ADN sont donc majeures. On dit qu'ils dialoguent. Cette donnée essentielle met en lumière qu'interchanger un ovocyte par celui d'une donneuse n'est pas neutre. Les ovules contiennent des mitochondries qui ne sont donc transmises à la génération suivante que par la mère. C'est intéressant en généalogie car contrairement aux chromosomes qui proviennent pour moitié du père et de la mère, donc du quart de chaque grand-parent, ou encore du 8e de chaque arrière-grand-parent, l'ADN mitochondrial n'est transmis que par la mère, qui le tient elle-même de sa mère, ce qui permet l'étude des filiations mère-enfant et la datation des lignées humaines. Les mitochondries sont également très nombreuses dans le spermatozoïde, en particulier dans la pièce intermédiaire qui relie sa tête et son flagelle, car il a besoin d'énergie pour se mouvoir. Mais la plupart des organites apportés par le spermatozoïde, et notamment ses mitochondries, ne sont pas transmis à la descendance, car ils sont en quelque sorte digérés par la partie externe de l'ovocyte juste après la fécondation. Quelques minutes après la fécondation, l'ovocyte enclenche un processus de dégradation des éléments du spermatozoïde. Source. Sarah Al-Rawi, Sophie Louvet-Vallée, Abderrazak, Jedi, Martin Sachs, Emmanuel Couletto, Connie Ajar, Lynn Boyd, Renaud Le Gouy et Vincent Gallu, Post-Fertilization Autophagy of Sperm Organelle
prevents paternal mitochondrial DNA transmission. Science, 28 octobre 2011. Seul le noyau dans la tête du spermatozoïde qui porte l'information génétique du père pénètre dans le corps de l'ovocyte. Certaines techniques de FIV compromettent ce phénomène naturel, en particulier l'ICSI, Injection. Il y a tellement de termes anglais que finalement je me trompe même quand il y a des termes français parce que mon cerveau est perturbé. Bon, injection intracytoplasmique qui force avec une micropipette l'introduction du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule, ne laissant pas à ce dernier le loisir de jouer son rôle de barrière sélective. La FIV classique permet que les gamètes s'étant choisis mutuellement, la sélection demeure naturelle. Pour que le succès soit atteint, il faut donc que l'un d'entre eux parvienne à franchir les enveloppes naturelles qui entourent et protègent l'intérieur de l'ovule, soit essentiellement la zone pellucide et la membrane plasmique. À très bientôt pour une prochaine vidéo.